Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur l'actualité qui a dominé cette semaine avec à mes côtés ce soir Marie Gégaud, bonsoir, journaliste au Monde, ancienne correspondante du journal en Russie. À vos côtés Patricia Lemonnier, bonsoir Patricia, grand reporter spécialiste des questions internationales. Je rappelle votre dernier ouvrage Géopolitique du Sahel aux éditions PUF. Fabrice Rousselot est avec nous ce soir, bonsoir Fabrice, journaliste spécialiste des questions internationales. Et puis Éric Truand, dessinateur pour le média Sans Doute.info et membre de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous également, Éric. Au sommaire, donc ce soir, nouvelle frappe au Liban, nouvel appel à évacuer des villages du sud. L'armée israélienne poursuit ses opérations malgré un nouveau cessez-le-feu conclu cette semaine. Le Hezbollah rejette cet accord sans surprise. L'armée libanaise tente malgré tout de donner des gages à Israël avec la création dans le sud du pays de zones pilotes sous son contrôle. On en parle dans un instant. Volodymyr Zelensky propose des négociations directes à Vladimir Poutine à l'issue d'une semaine où l'Ukraine a une nouvelle fois mené des frappes en profondeur dans le territoire russe, notamment sur Saint-Pétersbourg où se tient jusqu'à aujourd'hui le Forum économique international, et ce, dans un contexte où le pouvoir russe apparaît aussi fragilisé ces dernières semaines. Vladimir Poutine oppose ce vendredi une fin de non-recevoir à cette proposition de Volodymyr Zelensky. La Russie qui tente de préserver aussi une influence dans son ancien précaré du Caucase avec ses ingérences massives dans la campagne pour les législatives en Arménie, menace aussi en cas de réélection du Premier ministre sortant Nikol Pachinian, bien résolu à se tourner vers l'Occident après le lâchage russe dans le dernier conflit qui a opposé Arméniens et Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. Après 2 jours donc de pourparlers à Washington, Israël et le Liban ont convenu cette semaine d'un nouveau cessez-le-feu conditionné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous ses membres du secteur situé au sud du fleuve Litani. A aussi été mentionné dans ce nouveau cessez-le-feu la création de zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise dont serait exclu donc le Hezbollah. Pour l'heure, force est de constater que les frappes israéliennes se poursuivent. Au moins 7 personnes ont encore été tuées hier, un soldat israélien également, ainsi qu'un casque bleu. Le chef du Hezbollah, sans surprise, a rejeté l'accord. Écoutez. Nous appelons les responsables à mettre un terme à la mascarade et à l'humiliation que l'on appelle les négociations directes. Le cessez-le-feu doit être global, sans distinction entre le sud et le reste du Liban, et sans liberté de tuer pour l'ennemi au Liban. Tant que l'occupation persistera, la résistance se poursuivra. Patricia, quel est le sens véritable de ce cessez-le-feu qui n'en est pas un, comme les précédents, violé immédiatement, conspué, on l'a entendu, par le Hezbollah, mais aussi par des membres, notamment le ministre israélien Ben Gvir, par des membres du gouvernement israélien. Quel est le sens de tout cela ? Le sens, c'est que Donald Trump et les Iraniens jouent avec le Liban et avec la sécurité du Liban. L'un pour essayer d'utiliser cet atout libanais, je parle des Iraniens, comme une arme finalement pour obtenir plus de choses dans la diplomatie qui est en jeu. Et donc il l'utilise d'autant plus que depuis la guerre de l'été dernier, l'Iran a mis la main militairement, en tout cas en parlant, sur le Hezbollah, en renflouant complètement les caisses avec des centaines de millions de dollars, ça c'est prouvé, et en déployant sur place ses propres chefs militaires. Donc il y a une mainmise effectivement de l'Iran, et l'Iran donc a les moyens sur un plan militaire de faire en sorte que ce cessez-le-feu ne marche pas tant qu'il n'aura pas décidé qu'il marche. Et puis, pour Donald Trump, ce cessez-le-feu, puisque l'Iran le réclame comme moyen désormais de négocier, il veut avoir quelque chose qui ressemble à un signal envoyé à l'Iran prouvant qu'il tord le bras à Netanyahou. Simplement, le signal qu'il aimerait envoyer à l'Iran, parce que ce cessez-le-feu, c'était quoi ? C'était simplement dire à l'Iran, voyez, je vais dans votre sens, j'obtiens un cessez-le-feu, et donc on passe maintenant aux choses sérieuses. L'Iran, ça y est, le cessez-le-feu, on va l'intégrer dans le package, et tout va bien se passer. Simplement, Israël ne l'entend pas de la sorte. Israël poursuit une autre logique, qui est la logique d'éradiquer militairement le Hezbollah. Simplement, la question qu'on se pose, même sans se la poser autour de cette table, on sait bien qu'on ne peut pas éradiquer le Hezbollah, parce que militairement, et qu'une solution, enfin quelque chose au Liban ne peut se placer qu'avec finalement un accord diplomatique, mais pas qu'avec les Libanais.
effectivement avec les Iraniens. Il faut intégrer totalement l'Iran dans le jeu qui se joue au Liban, parce que sans l'accord de l'Iran, le Hezbollah continuera à être cette arme diplomatique et militaire qu'il utilise dans le contexte régional. En tout cas, le Premier ministre libanais a redemandé une nouvelle fois à l'Iran aujourd'hui de laisser en quelque sorte son pays tranquille. Mais oui, mais ça c'est un vœu pieux. Fabrice, dans le cadre de ce nouvel accord de cessez-le-feu, je le disais, alors peu d'engagement côté israélien, c'est le moins qu'on puisse dire. L'armée libanaise, elle, a commencé à donner des gages. Elle promet de se déployer dans ces zones pilotes dans le sud du pays, dont serait exclu le Hezbollah. Mais avec quels moyens ? Visiblement avec très peu de moyens. On sait aussi qu'on a l'échéance de la finule qui s'en va, etc. On est dans une situation, quand on regarde un peu la situation sur le terrain, les reportages qui sont faits, c'est une situation qui est catastrophique. Il y a des endroits qui sont complètement détruits, etc. L'intérêt de Netanyahou jusqu'à présent est justement de continuer cette guerre et continuer à frapper. On a vu avec le fameux échange cette semaine entre Trump et Netanyahou, suivant Axios, où Trump s'est un peu énervé. Cet appel téléphonique, dans lequel on a senti, selon en tout cas effectivement le site d'information Axios, l'agacement extrême de Donald Trump. Pourquoi l'agacement extrême ? Parce que la veille, l'Iran lui avait dit, si ça continue au Liban, on arrête les négociations sur l'Iran. Donc on a trois joueurs sur un terrain qui n'est pas du tout du jeu, qui sont l'Iran, Israël et les États-Unis. Et jusqu'à présent, personne ne s'entend sur la conduite à tenir. Et sur le terrain, j'ai envie de dire, ceux qui, évidemment, subissent tout ça, ce sont les Libanais. Une région qui, depuis plus de 30 ans, a été occupée, réoccupée, détruite, etc. On voit des camps de réfugiés maintenant qui sont au sud de Beyrouth parce que les gens ne savent plus où aller. Il y a plus d'1 million de personnes qui sont parties. L'ONU a d'ailleurs dit aujourd'hui que l'aide internationale qui sera nécessaire pour le Liban sera visiblement 2 fois supérieure à ce qui avait été préalablement annoncé. Et tant que le Hezbollah dira qu'il n'entre pas dans ce cessez-le-feu, on a un peu l'impression d'une schizophrénie entre ce qui se passe à Washington, parce que Donald Trump veut que ça se passe bien, etc., et ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'il y a un moment, ce qui va se passer à Washington n'aura plus de sens par rapport aux événements sur le terrain. 3500 morts quand même, plus de 3500 Plus de 3500 morts et des milliers, évidemment, de blessés, sans parler des destructions, y compris du patrimoine libanais. Marie, pour revenir sur cet agacement dont le site d'information Axios, généralement bien informé, a fait état cette semaine, de Donald Trump vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, qu'il aurait qualifié donc de cinglé, et puis d'autres choses que je ne répéterai pas ici. Lui rappelons d'ailleurs que sans lui, il serait déjà en prison. Donald Trump est exaspéré de ne plus avoir la main sur Benyamin Netanyahou qui fait ce qu'il veut. Oui, c'est pas nouveau. Il semblerait quand même qu'il y ait des moments. Il y a eu déjà un moment de tension. Il y en a eu 2 ou 3, oui. Entre eux, oui. Donc c'est pas nouveau. Et on imagine très bien Donald Trump en train de l'invectiver. On sait qu'il n'y a aucune barrière, aucune retenue. Donc on n'a pas de mal à imaginer ça, en effet. Après, qu'est-ce que dans les faits, qu'est-ce que ça va apporter ? Tout ce qu'on voit, c'est quand même une conduite de la part de Donald Trump extrêmement erratique, tant sur le dossier iranien qu'avec Benyamin Netanyahou sur le sud Liban, et comme il l'avait été auparavant pour l'Ukraine. Quand même, cet homme n'est pas du tout à sa place, et il semble davantage détruire que construire pour un homme qui est dans l'immobilier. Mais là, pour revenir à ce que disait Marie, il a freiné, on peut dire vraiment d'une façon massive, 2 fois, c'est tout, Benyamin Netanyahou. Pendant la première guerre de l'été, quand les avions repartaient pour attaquer Téhéran et que ça allait être de nouveau la guerre, et là, Trump a dit non, surtout pas de nouveau la guerre, et puis à Gaza. Mais on voit bien chaque fois ce que ça donne après. Il arrête et il s'en détourne, il s'en moque. Donc là, il a arrêté. Apparemment, peut-être des avions étaient déjà en l'air pour aller bombarder Beyrouth. Et une fois que c'est fini, on a l'impression qu'il n'a pas de suite du tout dans les idées. On est dans une logique complètement trumpienne, qui est celle qu'on voit depuis le début sur plusieurs théâtres, qui est de dire
faut trouver quelque chose, un accord très vite. Il faut que ça brille, il faut que ce soit beau. C'est moi voilà, c'est les 8 conflits que j'ai réglés, etc., etc. Et au final, encore une fois, il ne se passe rien sur le terrain qui accrédite les propos qu'il tient à Washington, des propos non seulement erratiques, mais qui changent, en fait, qui sont contradictoires du jour au lendemain. Et donc, on ne comprend plus rien. Et Trump perd un peu... Moi, j'ai vraiment le sentiment que Trump perd la main sur ce dossier-là, tout simplement parce que les deux principaux acteurs du moment, qui sont le Hezbollah et Israël, des deux côtés ne veulent pas finir, en tout cas, cette guerre, pas comme ça. Le Hezbollah finira si l'Iran décide. Ah ben bien sûr. Si l'Iran décide. Bien sûr. Ça, c'est définitif. En attendant, à mesure que ces frappes israéliennes se poursuivent, il y a une sorte de relégitimation du Hezbollah qui s'opère. Par exemple, il y a aussi l'Iran. Quand même, on peut dire qu'après toute cette intervention, le résultat, c'est quand même plutôt un renforcement du régime, avec les gardiens de la révolution complètement pris la main et qui tiennent la dragée haute à Trump, et on n'en sort pas. Patricia. Oui, le Hezbollah, on voit bien, enfin, au début de la guerre, on pense tous au mouvement populaire qu'il y a eu en 2019, c'est ça, enfin, les jeunes Libanais dans la rue, etc. Et parmi eux, bon nombre de chiites qui en avaient marre de ce Hezbollah et de tous ces partis, aussi bien sunnites, druzes, ils n'en pouvaient plus. Donc, ils voulaient en finir avec ce pays basé sur des partis communautaires, mafieux, etc. Et puis, tout est rentré dans l'ordre, le port de Beyrouth, etc., les guerres, etc., les beepers, tout s'est écrasé. Au début de la guerre, il y avait encore ce sentiment chez de nombreux chiites, quand on les appelle, ceux que nous on contacte, c'est pas les durs du Hezbollah, effectivement, qui nous répondent. Il y avait un peu cette distance, il y en a ras-le-bol du Hezbollah, excusez-moi du terme ras-le-bol qui est un peu familier, on en a marre du Hezbollah parce que franchement, encore la guerre, etc. Et là, maintenant, eh bien, moi, les contacts que j'ai, ça change au téléphone. Israël, ça commence. Le marre du Hezbollah, c'est plus possible, Israël. Et donc, on a l'impression que chaque mort, chaque village bombardé, finalement, fait ressurgir ce sentiment d'appartenance communautaire qui était en train de s'effacer progressivement. Et donc, ça, c'est dramatique, c'est totalement contre-productif, d'autant que des villages chrétiens sont détruits dans le sud Liban, et les chrétiens qui étaient plutôt bienveillants, j'ai envie de dire, envers d'Israël, sont devenus plus du tout bienveillants. Et tous ces villages qui se démilitarisent, qui disent on n'en fait pas partie, mais en fait personne ne les écoute. Donc, on est dans une logique... Ils sont même bombardés, certains. Voilà, on est dans une logique d'occupation, de fait, aujourd'hui. Et ça, les Libanais, ils en peuvent plus de l'occupation, et notamment au sud Liban. Et le Hezbollah qui continue aussi de mettre beaucoup de pression sur le gouvernement libanais, on le sait, extrêmement opposé à ces négociations avec Israël, quelles qu'elles soient. Et on va dire, entre guillemets, c'est un peu dommage, alors que ce gouvernement libanais est pourtant celui qui rassemble le plus d'opinions favorables ces dernières années, on peut le dire. Oui, c'était le gouvernement de la chance un peu. On espérait tous, je ne sais pas, autour de cette table, je pense qu'on se disait tous que là, il y avait quelque chose qui s'était en tout cas passé, on était sortis d'une impasse. Mais il y a un personnage nocif, excusez-moi du terme, dans ce paysage libanais. C'est le président du Parlement, c'est Nabi Berri. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des lois qui peuvent passer, des choses qui pourraient améliorer la gestion simplement au quotidien, Nabi Berri ne réunit pas le Parlement, donc ça ne se passe pas. Donc, il ne va pas apprécier ce que je qualifiais de nocif, mais il y a quand même une organisation à revoir au Liban pour que le président et le Premier ministre, sans le Parlement, ils ne peuvent pas diriger le pays, c'est pas possible. Et donc le Parlement, c'est un peu le Hezbollah aussi pas loin. Et puis la corruption, et puis tout le reste. Éric, les dessins sur ce qui continue de se passer au Liban. Alors, je vous ai amené 4 dessins pour essayer de prendre un peu de hauteur et éviter de parler de Donald Trump. Les dessinateurs n'en peuvent plus. C'est ce que vous nous dites à chaque fois, mais... Ouais, effectivement. En tout cas, il apparaîtra assez peu. Un premier dessin, on se posait la question, pour débuter ce débat, du sens du cessez-le-feu. Un premier dessin qui vient de Taïwan, de la dessinatrice Stelina, où elle a réinventé une réimpression de l'œuvre de Tolstoï, Guerre et paix, avec guerre et cessez-le-feu. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, le cessez-le-feu va valoir de paix pour les mois, voire les années à venir. Un second dessin, Patricia, je crois, parlait de mainmise de l'Iran sur la situation. Un second dessin qui nous vient de Jordanie, d'Emad Adjaj, qu'on voit maintenant à l'écran, qui résume, je trouve assez bien, l'enchevêtrement des forces en présence. Et alors, si on distingue ici qui tient qui,
il semble effectivement que ce soit l'Iran à terre, pourtant, mais l'Iran qui tienne à la fois les Mollahs, qui tienne à la fois le Liban, qui en retour tiennent Israël, qui tient Trump, et tout ça dans un espèce de méli-mélo où s'échappe un peu de pétrole. C'est dans le détail que ce dessin est intéressant. Donc c'est effectivement tous les détails qui, je pense, n'ont pas été laissés au hasard. Et le personnage, qui semble être un journaliste, rappelle c'est compliqué, mais il semblerait qu'effectivement l'Iran ait le plus de contrôle. Un dessin un peu moins fin, je me permets ce commentaire puisqu'il vient de moi, et que j'ai fait en pensant, en lisant une interview de Marjane Satrapi, qui nous a quitté, grande dessinatrice qui nous a quitté hier ou avant-hier, et qui disait « si tous nos problèmes venaient du patriarcat ». Alors c'est un peu... C'est un peu un résumé, mais en tout cas, c'est ce dont je me suis inspiré pour faire ce dessin, qui résume là aussi la position de mansplaining de Netanyahou, qui s'assoit sur Trump, qui Trump pourtant l'a sermonné, mais on le disait il y a un instant, sermon qui passe totalement sous les radars de Netanyahou. Donc un pied sur Gaza et un pied sur le sud du Liban. Et enfin, un dernier dessin, alors un dessin conclusion pas très optimiste, qui nous vient cette fois-ci des Pays-Bas, de Marten Wolterink, où on voit là l'engrenage, où on va voir dans un instant, je pense, l'engrenage quasi séculaire maintenant entre l'évacuation d'une zone, son occupation dans les chaînes d'un char, et s'échappe de ce char, pareil, c'est dans les détails souvent que les dessins sont intéressants, les droits humains et le droit international. Donc un dessin très puissant, très simple, comme souvent, et qui écrase là aussi le drapeau libanais et le cèdre libanais. Merci beaucoup Eric d'avoir présenté ces premiers dessins. Allez, second thème d'une semaine dans le monde ce soir, à l'issue d'une semaine marquée par de nouvelles frappes ukrainiennes en profondeur dans le territoire russe. Et alors que les signes de fragilité russe sur la ligne de front se multiplient, Volodymyr Zelensky propose donc des négociations directes à Vladimir Poutine, dont le pouvoir est lui-même ébranlé par un mécontentement populaire grandissant, et puis ses difficultés économiques aussi liées à la guerre. Fin de non-recevoir pour l'heure de Vladimir Poutine, qui s'est exprimé à ce sujet tout à l'heure. On va écouter Volodymyr Zelensky. Nous répondons aux attaques contre l'Ukraine. J'estime qu'il s'agit de frappes justes. Ils ont attaqué et il n'y a qu'1 jour, il y a eu une attaque massive. Nous avons répondu en conséquence. Mais regardez, nous frappons exclusivement des raffineries de pétrole ou des cibles militaires, des cibles légitimes. C'est ce que fait l'Ukraine. Ils doivent savoir que s'ils utilisent des drones et des missiles contre nous, nous ferons de même. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions augmenter l'intensité de nos ripostes. Marie, multiplication de ces frappes, donc en profondeur, on peut le dire, y compris sur Saint-Pétersbourg cette semaine. Frappe donc ukrainienne contre la Russie. Est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant quand même dans cette guerre? Est-ce que c'est à même de déstabiliser aussi l'opinion publique russe? Alors oui, c'est la déstabilisation de l'opinion publique, c'est une question, certainement un tournant. Je ne sais pas s'il est majeur, parce que c'est un tournant grâce à la technologie. Donc là, les Ukrainiens sont montés en gamme. Ils produisent maintenant massivement des tas de drones, des drones donc à longue portée, à moyenne portée. Et ils se perfectionnent, des drones intelligents avec de l'intelligence artificielle, qui produisent avec d'ailleurs des entreprises américaines de la tech. Ou aussi avec les Allemands. Enfin, donc, évidemment, c'est inquiétant pour les Russes, parce que Poutine a passé son temps à dire qu'il n'y avait pas de guerre, que le mot guerre est même interdit, parce qu'il s'agit d'une opération militaire spéciale. Et là, les Russes voient, si vous voulez, de leurs fenêtres. À Saint-Pétersbourg, c'était le cas, parce que les gens, même au centre-ville, ont entendu les explosions, ont vu ces énormes volutes de fumée noire. Alors, c'était à l'ouverture de ce forum économique international. Voilà, c'était en levée de rideau de ce forum économique qui, pour Poutine, est vraiment son Davos qu'il chérit. Et là, d'autant plus qu'après des années d'absence, que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il n'y a plus beaucoup d'invités vedettes à Davos. Là, il avait, c'est une piètre consolation, une délégation de l'AfD allemande, et quelques MAGA, donc il avait un peu le président... il avait une délégation saoudienne aussi assez importante. Donc évidemment, pour lui, c'est un camouflet. Et de fait, les Ukrainiens ont une stratégie
très très éprouvé puisqu'il frappe, comme l'a dit Zelensky, beaucoup les raffineries, ce qui paralyse les Russes, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a même à l'heure actuelle des pannes d'essence, enfin les gens ne peuvent plus trouver d'essence à Saint-Pétersbourg, dans la Crimée, dans certaines régions centrales de Russie, parce que la plupart des grosses raffineries russes ont été touchées par les drones ukrainiens. Donc pour Poutine, ça devient difficile de nier qu'il y a la guerre, puisque la guerre vient sur la Russie. C'est la première fois, quand même, c'est là où c'est un tournant, c'est la première fois depuis le début de la guerre, parce que jusqu'ici, la Russie peut frapper en profondeur l'Ukraine autant qu'elle veut, puisqu'elle a les moyens, et l'Ukraine, qui n'a pas d'aviation, qui n'a pas de flotte, et voilà, ne pouvait pas. Donc elle se faisait taper, mais elle ne pouvait pas riposter. Là, un petit peu. C'est pas, elle n'a pas les missiles, évidemment. Poutine l'a dit récemment dans un discours. Il a dit, mais vous savez, les Ukrainiens, ils n'ont pas toutes les merveilles qu'on a, nous, les missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques, d'ailleurs, russes, que les Ukrainiens n'arrivent plus à abattre parce qu'ils n'ont pas assez de patriotes. Et qu'ils peuvent abattre ces missiles qu'avec des patriotes. Donc tout le reste, les drones, ils y arrivent. Mais c'est pour ça que chaque frappe russe aujourd'hui, et Dieu sait si elles sont massives, il s'agit de les Russes balancent 600 drones, 70 missiles de croisière. Voilà, y compris en plein jour. Et ça devient très difficile pour les adapter. Donc les victimes, on voit bien que ça augmente les victimes civiles ukrainiennes. Patricia, sur ces frappes donc en profondeur qui se multiplient, peut-être donc de quoi déstabiliser l'opinion publique russe. On l'a évoqué, en tout cas dans un contexte où le pouvoir de Vladimir Poutine est déjà fragilisé. On peut le dire non seulement sur la ligne de front où on sait les troupes russes n'avancent pas, voire reculent. Alors même si c'est que de très peu, en tout cas en soi, c'est une avancée ukrainienne, enfin une victoire ukrainienne. Un pouvoir donc fragilisé notamment par la situation économique, même si aujourd'hui au Forum économique international, Vladimir Poutine a totalement minimisé l'effet de cette guerre sur l'économie russe. Alors, la question est double. Je pense que qu'est-ce que les Ukrainiens peuvent faire contre ces missiles style Oreshnik qui leur arrivent et qui finalement quand même terrorisent et épuisent aussi la population, et la population qui n'est pas au front, celle qui avait été préservée. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comme vous l'avez dit très justement, avoir des patriotes. Élément intéressant, les parlementaires américains ont voté, alors maintenant il faut que ça passe au Sénat, ont voté une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards, exactement, pour autoriser des prêts à l'Ukraine afin qu'elle achète du matériel. Si ça passe au Sénat, c'est un camouflet pour Donald Trump et c'est un changement. Bon, est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir se doter de patriotes? C'est essentiel parce que ça va vraiment faire, et je pense que Poutine va faire tout ce qu'il peut pour envoyer des missiles en profondeur et sur les villes. Oui. Deuxième chose, qu'est-ce que peut faire Poutine en dehors d'envoyer ces missiles? Est-ce qu'il peut arrêter la guerre? Pas possible. Est-ce qu'il peut utiliser l'arme nucléaire ou même la petite arme nucléaire? Les Chinois ont mis le veto. Il peut déclarer qu'il a gagné? Déclarer qu'il a gagné aujourd'hui, ça va être difficile puisqu'il n'a pas encore occupé les 4 oblasts qui font partie, en théorie, de la Russie. Donc c'est difficile. Donc, geler le front, alors là il va falloir faire avaler à la population comme l'a très bien dit, eh bien maintenant a pris conscience que la guerre c'est pas une promenade de santé en Ukraine, mais c'est quand même la guerre qui nous touche, et puis on a en plus les morts qui arrivent de plus en plus nombreux, etc. Dernière option, faire une nouvelle mobilisation, hors de question, parce que alors là il met le feu aux poudres. Donc il est piégé. Il est cornaqué. Et donc, je pense que qu'est-ce que fait un animal blessé? Souvent, il attaque. Et donc, ce que je crains aujourd'hui pour les Ukrainiens, sans d'un seul coup un geste de grandeur de Trump d'envoyer des patriotes, c'est qu'on risque d'avoir un déluge durant les mois qui viennent. C'est ce que Volodymyr Zelensky dit craindre depuis de mais là, nombreux jours. Ça risque de se matérialiser avec une cadence qui nous terrifierait. En tout cas, Fabrice, dans le contexte que Marie et Patricia viennent de décrire, où quand même la position russe est pour le moins fébrile, que ce soit sur la ligne de front ou à bien d'autres égards. Est-ce que Vladimir Poutine n'aurait pas intérêt à discuter avec Volodymyr Zelensky? Alors, on l'a dit, aujourd'hui, il a opposé une fin de non-recevoir à sa proposition de négociation directe. Néanmoins, est-ce qu'il aurait intérêt à des négociations? Pour l'instant, il ne peut pas arrêter la guerre, Poutine. C'est pas possible. Et toutes ces conditions qui sont... En plus, il l'a dit 3 fois en 2 jours. Et il revient aux négociations d'Anchorage avec Donald Trump, où il avait posé des conditions qui sont absolument
irrecevable pour l'Ukraine. Je prends tous les territoires, on enlève l'OTAN, on enlève l'UE, on démilitarise l'Ukraine et puis on enlève Zelensky aussi et on met quelqu'un qui va être à la botte de la Russie. Donc il y revient tout le temps. Alors après, moi je pense que la lettre de Zelensky était adressée à tout le monde sauf à Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, il l'égratigne un petit peu, etc. Il joue avec. C'était assez humiliant quand même pour Vladimir Poutine. Elle est adressée je pense, aux Russes et à ces voix qu'on commence vraiment à monter. Ça a commencé avec cette influenceuse Bonia, il y a quelques semaines déjà, qui avait osé mettre en question la guerre, etc. On voit de plus en plus de prises de position. Il y a Bloomberg qui a fait un papier super intéressant qui montrait qu'une dizaine de personnalités autour de Poutine lui avaient dit « cette guerre n'est plus tenable ». Quand on regarde au niveau économique, le premier trimestre russe a été catastrophique. Les experts parlent de potentielle récession parce qu'en fait, cette économie de guerre qui a longtemps nourri l'économie russe, aujourd'hui c'est terminé. Il y a des hausses des taxes en Russie. Il y a des gens qui ne peuvent plus avoir d'essence à cause des attaques. Et la guerre a changé aussi. On est dans une phase qui est assez bizarre. Alors, on peut discuter pendant des heures, mais sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. L'Ukraine a récupéré 250 km² le mois dernier, puis 180 le mois d'avant. La Russie en avait repris 180 avant. En fait, c'est bloqué. Donc, on est dans une guerre où, de fait, chacun utilise des armes qui sont les siennes. D'un côté, les missiles russes, de l'autre, les drones ukrainiens, avec l'histoire des patriotes. J'adorerais que le Sénat américain avalise cet accord pour envoyer de l'argent. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le cas. Donc on a soit quelque chose va changer, c'est-à-dire que soit Trump va changer pour une raison ou pour une autre, parce qu'il a, peu importe, et je ne vois pas changer non plus. Moi, je pense qu'on est dans un enlisement qui continue. On est quand même dans la 5e année de cette guerre, et avec cette menace qu'a évoquée Patricia, de ces missiles qui peuvent être en effet, si on est dans une guerre de missiles, et s'il n'y a pas les patriotes auprès de l'Ukraine, ça peut devenir très très compliqué pour il y a quand même un tout petit mouvement. Alors peut-être que, moi je ne pense pas au scénario d'un mécontentement de la population qui ferait que Poutine serait obligé de partir. Je n'y crois pas du tout. Certains parlent aussi d'un coup d'État. Voilà, un putsch de palais, bon, peut-être, mais ça semble peu vraisemblable. Mais enfin, bon, ce qui est intéressant, c'est que Poutine, si vous voulez, à force de dire que on est en train de gagner, il n'arrête pas de dire que nos forces avancent tous les jours de plus en plus sur le terrain. Ça veut dire, encore, voilà, ça fait en gros plus de 4 ans qu'il nous dit qu'il va prendre Kiev en 3 jours. Donc, même la population finit par s'en rendre compte qu'il n'y a rien au bout et il n'y a que des larmes parce qu'il y a l'inflation, comme l'a dit Fabrice, il y a l'inflation, il y a des tas de problèmes. Et donc, la coupure d'Internet aussi, même si c'est... Voilà, c'est ça. C'est pas le même problème. Et en fait, avec la coupure d'Internet, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que d'un côté, il explique à la population, il y a une sorte de contrat entre la population. Je fais la guerre, vous en occupez pas. Tout va se passer comme s'il n'y avait pas de guerre. Donc Moscou, Saint-Pétersbourg, tout va bien, les sanctions, on s'en fiche, la guerre, il n'y en a pas. Et tout à coup, il leur explique que je coupe l'Internet à cause des drones ukrainiens. Donc là, si vous voulez, il y a un choc avec la réalité. Donc cet homme vit dans une réalité virtuelle. Il dit que des mensonges, c'est pas nouveau. Mais si vous voulez, de plus en plus, le roi est nu. Donc les gens, il perd un petit peu, si vous voulez, comment dire, sa brillance symbolique. Alors c'est que du symbolique, ça va peut-être pas aller très loin, mais on sent très nettement dans les réseaux sociaux et même quand on lit des rapports des médias d'opposition russe, par exemple, ils racontent comment l'entourage de Poutine l'appelle le vieux. Comment les jeunes l'appellent le pépé du bunker, parce qu'il passerait son temps dans un bunker. Il semble quand même extrêmement paranoïaque. Oui, avec une sécurité vraiment renforcée. Il a toujours été, mais là, le fait de savoir que des drones peuvent frapper à tout moment Moscou, y compris Moscou, Saint-Pétersbourg, sa ville natale, tout le gouvernement russe vient de Saint-Pétersbourg, son entourage, c'est ses copains d'enfance, Saint-Pétersbourg, où il est né, où il a grandi, où il a fait sa carrière. Donc pour lui, c'est vraiment... quand même, il est un peu là... il est challengé par Zelensky et challengé, comme on l'a dit, par cette lettre que lui adresse Zelensky, qui est une lettre très rationnelle où Zelensky dit il faut arrêter la guerre, il faut qu'on arrive à arrêter la guerre. Mais au passage, il lui fait quelques petites piques. Oui, en lui disant ta guerre, la guerre que tu as commencée, il lui remet bien. Parce que les Russes aussi, c'est ça. Toute l'élite russe et Poutine, c'est pas nous. C'est une guerre. Maintenant, ils sont en train de vendre à la population le fait que, comme s'ils la préparaient
à une future paix, où ils disent non mais vous savez, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a 50 pays contre nous, c'est pas l'Ukraine. Vous comprenez bien que derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN, c'est tous ces salopards d'occidentaux. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer. Patricia, un tout dernier mot et puis on passe au dessin. Oui, non, mais je partage cette analyse d'un chef d'État cornaqué, enfin, j'ai envie de dire, oui, Acculé. acculé en quelque sorte. Alors, il a encore une option, mais dans son entourage, on y croit moins. Effectivement, c'est l'option Trump. Mais il est vrai qu'on voit très bien qu'autour de lui et dans la presse d'État ou dans les think tanks d'État, on a fait une analyse de la relation aux États-Unis avec une immense déception. Il y a eu une foi en le fait que peut-être l'économie repartirait, que peut-être avec Trump, que peut-être qu'on arriverait à se réinsérer, etc. Là, maintenant, toute cette partie qui l'entourait de penseurs, même d'hommes d'affaires, c'est fini, il n'y croit plus. Et là, encore, ça resserre son champ d'action parce que même de ce côté-là, les portes se ferment. Allez, Eric, les dessins sur ce deuxième thème. Alors, sur ce deuxième thème, j'ai 4 dessins. Un premier qui nous vient d'Ukraine, justement, qui a été publié dans Le Monde cette semaine, du grand dessinateur ukrainien Kazanevski. Un dessin qui se passe de mots et de commentaires. Kazanevski est très fort et de fait, puisqu'il le vit en quasi première loge, pour rappeler la cruauté et la glaçante des frappes de plus en plus violentes et de moins en moins légales, si tant est que les premières furent légales, de Poutine sur les civils ukrainiens. Donc très beau dessin pour introduire cette série. Un second dessin qui reprend la montée en gamme dont parlait Marie, des Ukrainiens sur les drones. On y voit là un Zelensky qui survole ce qu'il peut, et surtout des missiles Patriot qui tardent vraiment à arriver. Alors je ne suis pas sûr que ce soit juste la lenteur de Trump, et on verra ce que dit le Congrès dans quelques jours. Mais en tout cas, effectivement, l'Ukraine est passée à un autre niveau et a réinventé un art, son art de la guerre, entre guillemets, qui aide maintenant d'autres pays. Oui, pardon, troisième dessin. Pépé Bunker, dans ce bunker, et qui effectivement est complètement coincé, comme vous le disiez très bien il y a un instant, et qui a ce petit moustique qui ajoute à son insomnie en forme de drone, et les fameux drones ukrainiens qui vont jusqu'à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et enfin, un dernier dessin qui répondra peut-être à la question qu'on se posait, quelle va être la réponse de Poutine? Est-ce qu'il y aura une rencontre? Alors Rodot, dessinateur français, imagine cette rencontre, mais uniquement en tête-à-tête, et un tête-à-tête où l'un et l'autre veulent absolument la toucher. Wow. Merci beaucoup, Eric, pour ces nouveaux dessins. Les derniers thèmes d'une semaine dans le monde. Ce soir, l'Arménie, J-2. Avant des législatives cruciales dans le pays, les premières depuis la défaite arménienne dans le Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre sortant Nicole Pachinian est décidé à tourner la page, à ouvrir une nouvelle ère de paix avec ses voisins, mais aussi à diversifier ses alliances et se tourner vers l'Occident après que la Russie a abandonné l'Arménie lors de cette dernière guerre. Russie qui voit aujourd'hui d'un très mauvais œil le soutien direct et ouvert des Occidentaux, européens comme américains, à Nicole Pachinian. En signe de protestation, d'ailleurs, cette semaine, Moscou a rappelé son ambassadeur dans le pays, a multiplié aussi, on l'a vu, ingérence, opération de désinformation et menaces directes dans le cadre de cette campagne aux législatives. On va écouter Vladimir Poutine à ce sujet. Tout doit être calculé, examiné attentivement, et une décision doit être prise. Je l'ai déjà dit, la crise en Ukraine a commencé avec les tentatives d'adhésion à l'Union européenne. Vladimir Poutine, en clair, menace directement l'Arménie d'avoir le scénario ukrainien en cas de victoire de Nicole Pachinian. Une menace complètement directe. Oui, il fait un parallèle direct avec l'Ukraine, parce que pour lui, c'est une menace aussi à vraiment ce rêve de cet empire, et il voit qu'il perd, au fur et à mesure, certaines de ses anciennes républiques.
Moi, je pense qu'on pourrait désormais mesurer l'importance d'une élection au degré d'interférence russe dans le pays concerné, parce que si on regarde Là, on ce qui est s'est... au maximum. si on regarde Par ce qui rapport s'est à la passé Moldavie, à la avec Hongrie. le Premier ministre Pachinian, c'est absolument... c'est à la fois effrayant et c'est aussi absolument extraordinaire. C'est-à-dire que 324 vidéos en quelques mois, il a été accusé de corruption, bon, très bien, de conniver avec l'OTAN, très bien, D'avoir de des villas de préparer... luxe en France. Mais il a surtout été aussi accusé d'agression sexuelle, il a été accusé d'organiser des trafics d'implants, enfin d'organes humains avec la France. Enfin, on est quand même dans un délire absolument dingue. Il y a un institut américain qui a étudié un peu de près. Ils ont sorti des vidéos avec Cher, là, la chanteuse Cher. Qui est d'origine arménienne. Voilà, exactement. Et le chanteur Javier Bardem, l'acteur, qui s'en prenait directement au Premier ministre dans des vidéos, enfin, etc., etc. Donc, si on prend cette mesure, c'est quoi le contexte? On le connaît, le contexte. C'est une Arménie qui, en effet, se tourne vers l'Occident, qui a été abandonnée, entre guillemets, par la Russie en 21-22, lors du dernier accrochage avec l'Azerbaïdjan, et qui, tout simplement, a commencé un processus pour rejoindre l'UE. On a d'autres voisins qui ont fait la même chose. Et pour Poutine, c'est tout de suite une menace. C'est la menace qu'il a identifiée avec l'Ukraine. C'est la même, d'une certaine manière, même si l'Arménie est un petit pays, c'est 3 millions d'habitants. Mais néanmoins, pour lui, en termes de sa propagande et de l'image et de la narration, j'allais dire, qu'il vend à son pays, eh bien, c'est de nouveau quelqu'un qui pourrait faire défection, entre guillemets. Et c'est vrai que là, quand on l'entend juste à 3 jours du scrutin, en gros menacé directement, on peut se poser des questions. Marie, de manière beaucoup plus générale, on n'a jamais vu autant d'acteurs extérieurs s'intéresser à une élection en Arménie. D'ailleurs, on parlait très peu de l'Arménie avant. Oui, il y a quelques semaines, il y avait 50 dirigeants européens plus Canada en Arménie. Marco Rubio est allé sur place. Donald Trump a apporté son soutien direct à Nicole Pachinian. Et puis donc, ces ingérences et cette désinformation massive du côté de la Russie. Pourquoi ce regain d'intérêt généralisé pour ce si petit pays de 3 millions d'habitants? Parce que à la fois, d'abord, on assiste un peu au réveil de l'Arménie, là, tout à coup. Une Arménie qui, quand même, en a pris beaucoup sur la tête, parce que cette perte du Karabakh, plus de 100 000 gens qui sont rentrés en Arménie. Problème qui reste entier, d'ailleurs, que Nicole Pachinian n'évoque pas, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Et bon, donc un tout petit pays, on l'a dit, une importante diaspora en Russie, sous la botte de Moscou, dépendante du gaz, une base militaire russe. Et ce pays, tout à coup, on voit aussi que... Parce que ce pays, jusqu'ici, il était complètement enclavé parce que les frontières étaient fermées. Avec la Turquie fermée, avec l'Azerbaïdjan fermé, ils ont juste 2 sorties. La Géorgie au nord et l'Iran au sud. Et donc là, tout à coup, l'éveil de l'Arménie, c'est quoi? C'est en paix avec nos voisins, on est bien avec tout le monde, on a une politique étrangère multivectorielle, on ouvre les frontières et on a des projets. Et les projets, c'est cette route aussi, la route Trump, donc une route... donc Trump Route for International Peace and Prosperity. Voilà. Donc une paix imposée en quelque sorte par Donald Trump. Mais à quel prix? On sait que l'Azerbaïdjan demande de multiples concessions aussi à Yerevan, y compris de modifier sa constitution pour enlever soi-disant une mention, enfin c'est plus compliqué que ça, mais bon, une mention du Haut-Karabakh. À quel prix, Patricia? Mais c'est un lieu qui est sur un plan géopolitique qui est explosif. Parce qu'on se trouve à la croisée de plusieurs tensions géopolitiques. L'Empire turc, parce que franchement, ils ont des visions. Les Iraniens, essentiels comme route de sortie. L'Azerbaïdjan, essentiel pour l'Europe, avec ses ressources énergétiques. La Russie. Enfin, c'était un pays qui s'était à la limite protégé, j'ai envie de dire, mais d'une façon artificielle, avec sa fermeture des frontières. Aujourd'hui, paradoxalement, en ouvrant ses frontières, il devient l'enjeu d'appétit vorace de toute une région et de puissances étrangères qui voient des routes, des lieux de passage, des endroits d'exportation. On va faire des pipelines. Et avec, effectivement, quand même, il ne faut pas l'oublier, le voisin turc qui n'a pas du tout dit son dernier mot dans l'affaire. Ni le voisin azerbaïdjanais qui Oui. continue de parler de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan occidental. On a envie de dire que ça, c'est de l'histoire qui est malheureusement dramatiquement connue. C'est quand même Poutine qui était... Si Poutine avait agi différemment lors de du dernier conflit sur le Haut-Karabakh, on aurait peut-être vu quelque chose de différent. Mais
Pachinian attendait d'une certaine manière quelque chose pour justement se tourner vers l'Europe, etc., et vers l'Occident, il a trouvé exactement l'argument qu'il lui fallait. Et c'est vrai que c'est allé vite parce que les Occidentaux, l'Europe en premier, voient l'avantage, évidemment, de s'infiltrer dans cette brèche pour tout d'un coup casser la suprématie russe sur les Arméniens. Mais est-ce que Pachinian peut quand même, disons, se permettre de tourner définitivement le dos à la Russie? On sait que, d'un point de vue énergétique, le pays est complètement dépendant de la Russie. Et puis, les Européens, aujourd'hui, ils soutiennent Pachinian. Mais est-ce qu'ils peuvent apporter des garanties de sécurité en cas, justement, de nouvelle attaque de l'Azerbaïdjan? Il dit pas ça, Pachinian. Il dit pas qu'il va tourner le dos. Il dit qu'en fait, il veut s'ouvrir à d'autres. Et donc, tout est évidemment dans la nuance, etc. Mais il peut pas se permettre de tourner le dos à la Russie parce que sinon, la Russie va lui envoyer du pétrole à 4 fois plus cher alors qu'ils ont des tarifs préférentiels. Ils pourront plus exporter, etc., etc. Par contre, rien ne l'empêche de dire, écoutez, voilà, je suis réélu, on a gagné, et on va s'ouvrir petit à petit, trouver d'autres voies. Et comme Trump, alors c'est intéressant parce que Trump, pour une fois, a pris le contre-pied de notre ami Poutine, et c'est un dossier sur lequel lui aussi a intérêt, parce qu'il voit tout l'intérêt qu'il peut avoir à être dans la région. Et donc, on va avoir aussi ces enjeux-là. Donc, c'est très intéressant à regarder, et on sait que il va se passer encore beaucoup de choses dans les 2 prochains jours. Il y a apparemment des avions qui arrivent avec des gens aussi qui viennent directement de Russie, enfin pour des potentiels votants. Enfin, donc il va falloir surveiller. Le passeport arménien. Voilà, il va falloir surveiller ça de très près. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Pour l'instant, Pachinian est quand même largement en tête. On voit mal comment il pourrait perdre cette élection, mais néanmoins, il va falloir regarder ça de très près. En tout cas, on regardera. Tout dernier mot, Patricia. S'il gagne, il a un atout, c'est la base militaire russe. Ça, il peut l'agiter. C'est un atout dans sa manche et une faiblesse aussi. Mais oui, il a un autre atout aussi, c'est que tout le contournement des sanctions quand même se fait, pas que par l'Arménie, mais par la Géorgie, l'Arménie, le Kirghizistan. Donc, allez Eric, c'est déjà l'heure des dessins malheureusement. Ou heureusement, pardon. Désolé. non, on est ravis de les voir, mais on manque de temps. Alors rapidement, un premier dessin qui nous vient d'Ukraine à nouveau, du dessinateur Dubovski. Qui va nous montrer rapidement un peu l'état de l'Arménie dans son cheminement vers l'Europe et vers l'apaisement. Je trouve que ça fait un peu exactement ce que vous disiez. Alors, ça va permettre d'enjamber quoi? D'enjamber la Russie, d'enjamber l'Azerbaïdjan, peut-être la Turquie, mais le chemin risque d'être long et périlleux. Un second dessin qui date de quelques semaines avant que l'Arménie revienne dans l'actualité, qui nous vient des Pays-Bas, de Maarten Volterink. Patricia parlait de voisins à l'appétit vorace. En voici 2. Alors, je traduis le texte. Everyone wants this piece. Tout le monde en veut un morceau. Et peace et peace en anglais et la même sonorité. Et donc, Erdogan de rajouter pièce. On veut un morceau de cette région, un morceau du gâteau. Donc, c'est un dessin qui date du Haut-Karabakh. Mais l'Arménie est potentiellement sur le menu également. Et pour finir sur une note poétique mais pessimiste, ce qui résume un peu le dessinateur qui a fait ça, qui est moi-même, le retour dans l'actualité, et encore une fois, pour des raisons qui peuvent potentiellement être très tragiques pour l'Arménie, le retour d'une histoire qui semble bégayer comme un vinyle et la chanson d'Aznavour, hier encore, depuis près de 100 ans. Merci beaucoup Eric pour ce dernier dessin et merci à tous les dessinateurs d'avoir participé à cette émission. Merci Fabrice, Patricia, Marie pour votre présence également ce soir. Émission à retrouver donc sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point sur l'actualité dans quelques minutes.